Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans votre magazine d'analyse de l'actualité nationale, Buzz 7. Nouveau numéro, nous avons l'honneur de recevoir sur ces plateaux André Kakoubou. Il est membre du mouvement national des consommateurs. Il nous fait l'honneur d'être avec nous sur ces plateaux. Cher André, bienvenue. Merci. Merci de votre invitation. Merci beaucoup. Avec vous, nous avons pratiquement 3 points que nous allons aborder. D'abord, les droits des consommateurs. On va également parler de ce mouvement national qui milite pour que la qualité des services rendus soit meilleure. Et puis, dialogue annoncé par un opposant, membre de l'AMUCA, Martin Fayoulou. Votre analyse et lecture. Nous allons également chuter par ces bras de fer observés ces derniers temps entre le ministre de la Justice et les magistrats. À quoi peut aboutir enfin la démarche du nouveau ministre de la Justice? Alors, nous avons appris que vous êtes membre du mouvement national mouvement national des consommateurs. De quoi il s'agit? En effet, j'ai décidé de rejoindre le mouvement national des consommateurs parce que j'en ai ras-le-bol. Parce que je refuse à ces jours de continuer à consommer des produits et des services défectueux, indignes et qui me tuent en effet. Et je me suis rendu compte que ce n'est pas que moi qui suis victime. C'est une situation collective, alarmante, mais qui n'est pas au centre des intérêts majeurs, alors que chaque jour, des Congolais sont empoisonnés silencieusement. Okay. Alors que chaque jour, des Congolais prennent de poison. Je peux vous dire que les Congolais ne savent pas que le poisson qu'ils consomment aujourd'hui, chaque jour, cuisent tous les vivres faits qu'ils consomment, généralement importés, ont été conservés depuis combien de temps? Dans quelles conditions? Et comment on peut se rassurer que ces produits n'ont pas l'impact sur la santé des Congolais? Je peux continuer un peu pour faire comprendre l'état actuel des choses. Combien de personnes comme moi n'ont pas payé la facture de la SNEL alors qu'ils n'ont pas eu la fourniture d'électricité pendant le mois complet? On a le courant quelques jours, mais à la fin du mois, vous avez une facture salée à payer à la SNEL. On n'a pas la fourniture d'eau, mais à la fin du mois, on doit payer la facture. Comment je ne consomme pas suffisamment ni l'eau, ni l'électricité, mais au moins je suis astreint à payer la facture et au pire, à subir la sanction de coupure quand je ne paye pas? Qui pour aborder ces questions? Qui pour plaider la cause des consommateurs de ces services? Qui, comme moi, ne sait pas recharger le méga, censé être pour 48 heures. Mais au bout de quelques heures, 3 ou 4, tu te rends compte que, ok, mes mégas sont terminés. Chez qui je me plains? Qui, comme moi, n'a pas fait une transaction M-Pesa pour laquelle il faut payer 2000 francs, mais tu trouves que tu as envoyé un 40 000 francs, on t'a coupé 2500 francs. Qui pour plaider la cause? Qui pour plaider la cause de Canal Box qui te donne la connexion pour 1 mois illimité? Tu as des jours, la connexion ne passe pas. Okay. Tu as des jours, il faut qu'on vienne bouger l'antenne et tu as déjà payé. Qui pour plaider la cause de ces consommateurs? Qui pour plaider la cause de ces consommateurs qui partent au supermarché? On a préparé la nourriture, les shawarma, la cuisse. Qui pour s'assurer que c'est de nourriture non périmée parce qu'on a préparé depuis hier. On réchauffe et doit vendre, mais on ne s'assure pas que cette nourriture est en même d'être consommée et n'a pas de conséquences sur la santé. C'est autant de questions de notre société qui font qu'il faut qu'on s'élève. Parce que, comme je le disais à l'introduction, toutes ces questions empoisonnent la vie des Congolais. Quand vous mangez un poisson qui vient de Namibie, qui a fait 4 mois dans le congélateur, vous pensez que c'est un poisson qui peut vous ramener de vitamines, qui peut vous donner des vitalités? Je reviens sur une dernière question en fait de recherche. 40 à 45% des médicaments qui sont vendus par des pharmacies sont contrefaits. Qui pour se rassurer que des pharmacies qui sont en GABA,
qui sont à Tchangou ont déjà même l'autorisation du ministère de la Santé pour vendre des médicaments. Et au-delà de ça, vous partez à la pharmacie, c'est lui qui est ni un corps médical, ni un infirmier. Sans ordonnance, vous demandez n'importe quel médicament, il vous les vend. Et c'est comme ça que la population congolaise meurt. C'est comme ça que la population congolaise est empoisonnée. C'est comme ça que la population congolaise est malmenée par des produits de qualité qui ne sont pas à la hauteur, mais qui coûtent. Par des produits qui ne satisfait pas les consommateurs, mais dont il est obligé de payer, comme je viens de parler de la régie des eaux, de la SNEL, ainsi de suite. C'est cet état de choses qui m'a poussé à m'engager au sein de ces mouvements qui a déjà fait son parcours depuis 2019 dans ces domaines, notamment avec les dossiers RAM, avec Vodacom, pour que le consommateur puisse avoir des produits de qualité et des services à la hauteur de leurs attentes. Pendant que vous étiez en train de parler, plusieurs questions me viennent à l'esprit. Est-ce qu'il y a une loi qui consacre la protection des consommateurs ici chez nous? Mais la grande question qui m'a même amené à adhérer à ces mouvements, c'est notamment les vides juridiques sur une question d'importance aussi majeure dans notre pays. À ces jours, il n'existe pas expressis verbis une loi qui consacre les droits des consommateurs. Il faut cependant dire qu'il existe des dispositions éparses dans différentes lois, notamment la loi sur la concurrence et les prix, la loi sur la sécurité alimentaire qui n'existe pas encore. C'est la Constitution qui l'évoque à titre indicatif. Il faut que dans les secteurs, on légifère. C'est ces vides-là qui fait aujourd'hui que les opérateurs économiques, que les supermarchés, que les commerçants en abusent. Et ces vides juridiques... C'est là d'ailleurs ma question. À qui profitent ces vides, cette insécurité juridique? L'insécurité juridique profite aux opérateurs économiques. L'insécurité juridique profite aux commerçants. Mais il faut admettre, je l'ai dit, qu'aujourd'hui, il y a quand même des dispositions qui existent, qui protègent implicitement les consommateurs, et les tribunaux de commerce est généralement en charge de beaucoup de cas qui violent le droit des consommateurs. Mais le plaidoyer, et c'est que le mouvement des consommateurs national voudrait, c'est que nous puissions arriver à avoir une loi qui consacre le droit des consommateurs de manière expresse. Parce que vous savez, un droit n'est laid que lorsque sa violation peut donner lieu à des sanctions. Sûrement. Et comme vous le savez, les sanctions ne peuvent être prononcées que si elles sont prévues. Ce qui fait que si aujourd'hui je suis dans un supermarché, on me vend un poulet préparé depuis 5 jours, j'arrive à la maison, je me rends compte que, ok, l'égout, il est bizarre, je me rends compte que 2 jours après j'ai des problèmes de ventre, il faut que je me plaigne. Chez qui je me plains? Pour quelle sanction exactement? À qui ça profite? Au supermarché qui a déjà gagné mon argent, et moi, ma santé, ça va me coûter l'hôpital et beaucoup de conséquences comme ça. Et ça, ce ne sont que des cas indicatifs. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a nécessité que le vide juridique, que l'incohérence juridique qu'il y a dans notre arsenal législatif soit les plus tôt comblés. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, les députés élus à la suite des élections de 2023 ont donc là un champ ouvert pour lesquels il faut légiférer pendant ces temps ici. Parce que d'ici là, ça sera la rentrée parlementaire le 15 septembre. Voici des questions sur lesquelles ceux qui doivent défendre la population, ceux qui représentent la population, qui est consommateur, doivent se saisir pour que nous puissions avoir une loi qui consacre les droits des consommateurs de manière claire, avec des sanctions claires, avec des procédures claires pour punir ceux qui sont récidivistes, mais aussi qu'il faut toute une politique pour protéger les consommateurs, pas qu'à la fin de la consommation, s'il vous plaît. Vous savez, les processus économiques vont de la production, distribution et à la consommation. Les consommateurs ne doivent pas qu'être protégés au niveau de la consommation. Les plaidoyers, c'est que les gouvernements congolais, l'État congolais, puissent organiser les choses juridiquement de sorte que dès la production, qu'on sache qu'est-ce qui se passe, de quoi est composé les produits destinés aux consommateurs. En quoi est-ce qu'ils profitent à sa santé? Cette question doit se résoudre à l'interne ou à l'externe, parce qu'il y a des produits qui viennent et qui... Non. Vous savez, au-delà du vide juridique, une autre faiblesse, et
un autre flot qui frappe le droit des consommateurs, c'est les institutions chargées de protéger ces droits-là. Vous savez, nous avons l'OCC qui a été bien évidemment créé pour protéger les droits des consommateurs. Il agit par quel... Non, par le contrôle. C'est l'office de contrôle. Oui. Il contrôle le produit qui entre, il contrôle leur conformité. C'est au niveau de la production que le CC intervient. Ok. Au niveau de la distribution, c'est quand le produit quitte l'Angola pour le Congo. On est au niveau de la chaîne de production. Parce qu'on n'a pas contrôlé la production, au niveau de la distribution, on doit contrôler. Donc, on peut contrôler les produits en amont comme en aval. L'OCC peut contrôler et en amont et en aval. Il peut se saisir d'un produit. On a des produits tels que Zododo. Oui. Comment ces liqueurs se retrouvent sur le marché congolais? Comment ça se retrouve sur le marché? Comment ça échappe à nos frontières? Mais non, la faiblesse est partagée. Partagée par les opérateurs économiques et les institutions chargés de protéger les consommateurs. Mais les consommateurs ne sont pas épargnés, chers Congolais. Les Congolais, je ne sais pas qui nous donne de l'imbéciline. Parce que vous vous rendez compte qu'un Congolais est capable de payer un produit pour lui tuer lui-même. Mais il va se plaindre. Vous savez, à un moment, ces peuples, vous vous dites, mais qui donne de l'idiodrone aux Congolais? C'est-à-dire que tu vois que ces produits est mortel. Tu l'achètes quand même. La réponse a été toujours la même. Hein? Place où tu as quitté. Non, le mouvement, nous avons aussi mission d'éveiller, de sensibiliser la population à connaître ce que sont son droit. Parce que vous savez, les droits pour lesquels on milite, c'est les droits de la troisième génération. C'est les droits socio-économiques. On en parle peu, on parle droits de l'homme. Vous voyez, les droits de l'homme, il y a des organisations. Mais pour des questions comme ça, il n'y a pas beaucoup d'associations. Nous sommes le rare mouvement qui porte des questions comme ça. Or, c'est des questions de vie. Les droits de l'homme, tu peux encore vivre sans en avoir. Mais quand ça touche à ta nutrition, ça touche les appareils qu'on utilise, les appareils électroménagers, c'est des appareils qui peuvent vous tuer. Et c'est des questions qui devraient être au centre de l'intérêt pour protéger les consommateurs. C'est comme un bébé qui vient de naître. Il y a le courant, il y a le bras zéro, il y a le réchaud. Il faut qu'il touche avec beaucoup de contrôles de ses parents pour savoir que là, il ne va pas se piler. Les inspecteurs du ministre de l'économie, est-ce qu'ils circulent les supermarchés pour voir les produits périmés, pour vérifier que il y a un rapport qualité-prix avec le produit qu'on vend aux consommateurs? Mais les consommateurs eux-mêmes ne doivent pas être dédouanés. Parce que je voudrais ici et aujourd'hui dire à tous les consommateurs congolais que c'est nous qui faisons la force de marques et des supermarchés. C'est nous qui les enrichissons. Tu arrives à SK, tu trouves qu'il y a un produit qui coûte bien plus qu'une LED vraie. Filme ça. On est à l'ère de réseaux sociaux. Balance ça. Envoie ça au mouvement. Nous allons poster, nous allons en parler. Voilà la dynamique que je voudrais que le Congolais emboîte. Tu arrives dans les supermarchés, tu arrives chez SK, je vais parler de ces cas. Tu trouves qu'on vous donne un shawarma à SK. Je ne sais pas si les gens l'ont déjà constaté. On vous donne un shawarma qui se vend pratiquement à 6 000 francs. Mais vous ouvrez à l'intérieur, c'est vraiment des fruits qu'on a mis à l'intérieur. Il n'y a ni viande. On vous met de la mayonnaise, un shawarma qui va faire 3 jours. Franchement. C'est-à-dire que c'est autant de choses, tu achètes, prends ta caméra, filme, parle au responsable qui te vend, dis-lui, ça ne devrait pas se faire comme ça. Vous empoisonnez des vies, vous empoisonnez. On ne sait pas si autant de morts qu'on a, c'est aussi dit à ces choses qui sont à la fois bénignes et silencieuses, mais qui sont très dangereuses. Donc, nous devons à la fois, pour résumer ce que je venais de dire, militer pour que l'on légifère, qu'il y ait une loi qui protège de manière expresse les consommateurs avec des indications claires pour que nos droits soient garantis par une loi bien claire. Les lois qui existent aujourd'hui sont à la fois obsolètes, éparses, inadaptées. Il va falloir qu'il y ait une loi assez fournie en la matière. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, il faut que les institutions du ministère de l'économie, assez y compris l'OCC, fassent le travail de la manière la plus rigoureuse possible pour protéger les Congolais qui, je répète bien, sont empoisonnés chaque jour, sont meurtris chaque jour par des services qui ne satisfont pas leurs besoins à la fois personnels et familiales. Ensuite, il faut que les citoyens s'élèvent comme
mes chers compatriotes du mouvement, pour que nous puissions comprendre que nos vies sont en danger chaque jour. Quand nous allons à la pharmacie acheter le médicament, comment on se rassure que le médicament qu'on achète est les bons? Parce que 40%, allez-y lire le rapport de l'OMS, sont des médicaments contrefaits. Et la plupart de malades ne guérissent pas parce qu'on leur donne des faux médicaments, vous ne le savez pas. La plupart des hôpitaux, c'est pas que tu es malade et tout ça, ça persiste, c'est qu'on te donne des médicaments qui ne sont pas efficaces. Parce que contrefaits. Parce que des composantes chimiques n'ont pas été respectées à la base. C'est autant de choses pour lesquelles il faut que la population s'élève. Et nous, on va s'élever pour que l'État légifère, pour que les institutions chargées de nous protéger nous protègent. Mais la plus grande protection, c'est d'abord nous-mêmes. Il faut dire non à tout service qui n'est pas de qualité. Il faut dire non à tout produit falsifié, à tout produit périmé. Et dénoncer avec véhémence les auteurs de ces produits et de ces services. Les mouvements est là, nos coordonnées sont là. Très bientôt, nous allons mettre en place les sites internet qui va permettre toutes ces dénonciations afin que chaque fois qu'il y a des abus au niveau de quelque service que ce soit, Canal+, Canal Box, qui coûte cher en RDC que n'importe où. Vous comprenez, la régie des eaux, la SNEL, à la fois les routes, vous savez, les dégâts que les embouteillages causent dans la vie des gens. Les usagers de la route. Nous sommes les consommateurs de ces services-là. Quand je quitte chez moi à 7 heures pour arriver au travail à 8 heures, j'arrive à 10 heures, on me révoque du travail. Qui prend soin de ma famille? Personne. Qui prend soin de la suite de ma vie? Parce que l'embouteillage causé par des motards qui ont créé des nappes de parking au niveau de magasins, alors que sous l'œil impuissant des autorités. Le gouverneur Bumba est venu avec un peu la chaleur de mettre de l'ordre, mais ça n'a coûté que 2 semaines. Aujourd'hui, les motards mettent vraiment en plein chaussée. Vous trouvez vraiment des motards et l'agent de circulation qui est là, vous savez ce qu'il fait? Il demande aux voitures d'esquiver les motards qui sont sur la chaussée pour créer une petite route dans l'embouteillage. Vous vous dites que l'autorité de l'État, la protection de l'État face aux usagers de la route n'existe pas. Il faut qu'on puisse revenir à réveiller l'État congolais, à militer pour que nos droits soient autant respectés. Voilà ce que je peux dire à ces stades. Beaucoup. La protection et le respect des droits des consommateurs. Vous avez compris les soucis qu'a M. André avec le mouvement national du consommateur. Alors, nous serons là pour vous accompagner dans toutes vos activités. On prend le deuxième, au moins que vous ayez encore quelque chose à adresser aux Congolais ou au gouvernement, parce que vous avez parlé beaucoup plus des responsabilités et de permettre à ce qu'il y ait un cadre bien défini pour apporter des propositions pour que ces secteurs soient bien gérés, parce qu'il y a beaucoup de tâtonnements. Je ne sais pas quel est le ministère qui a... c'est le ministère de l'économie. Le ministère de l'économie. C'est à lui que revient la protection des consommateurs. Et là, il ne s'agit pas que de la qualité des produits et des services. C'est aussi de prix. Vous savez, la plupart de produits qu'on a, c'est des produits surfacturés. Des gens se font des bénéfices sur les dos des Congolais. On n'avait pas idée. C'est-à-dire qu'un produit qui devait revenir à $1, on les vend à $10. Qui pour contrôler? Qui pour protéger les pouvoirs d'achat? Vous savez, j'ai un dicton qui dit les pouvoirs de choix est déterminé par le pouvoir d'achat. Sûrement. Et quand les Congolais perdent du jour au lendemain le pouvoir d'achat, en vrai, ils perdent le pouvoir de choix de leur vie. Tu n'as plus de choix que de te cantonner à ce qui se présente. Donc, le ministère de l'économie, j'ai appris qu'il y a quelques semaines, le conseil de ministres a tablé sur la cherté de la vie et que des mesures sont en cours pour qu'on voie la réduction de prix, la qualité des produits. Mais j'espère qu'il faut du travail. C'est pourquoi j'ai dit qu'il y a des institutions chargées de protéger les consommateurs au niveau du rapport qualité-prix, au niveau de la qualité des produits et des services à fournir. Donc, le travail, il est grand. Nous faisons notre part, la sensibilisation, la prévention, la promotion des droits des consommateurs pour que nous arrivions à la protection juridique et institutionnelle des consommateurs. Et nous croyons que ça va porter. Très bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On prend le deuxième point, c'est le dialogue. Pourquoi les dialogues maintenant, selon vos analyses, cher André? Et vous savez, j'ai toujours l'impression que le Congolais, on est un peu très amnésique. Très souvent,
on oublie très vite. Et comme un dicton le dit, le pouvoir n'a pas peur d'un peuple qui a faim. Le pouvoir a peur d'un peuple qui sait réfléchir. Et généralement, on ne sait pas réfléchir. Quand des questions arrivent, on est un peu expert en tout. On soutient ou on ne soutient pas selon, des fois, son humeur. Ok. Mais quand on évoque question de dialogue, déjà, il faut commencer par interroger l'histoire. Combien de dialogues a-t-on déjà eu? Pour un passé récent, on peut recenser un dialogue en 2002 avec Sun City en Afrique du Sud. Vous recensez des concertations nationales en 2013 avec Joseph Kabila lorsqu'il y a résurgence de guerre encore. Vous mettez la Cinco en 2016 et vous mettez 2021 l'Union sacrée. C'est du dialogue. Pour quelle fin? D'accord? On a là, en moins de 20 ans, près de 4 dialogues. Et vous savez ce qui se passe? De tous ces dialogues, aucun dialogue n'a apporté la vraie solution au problème des Congolais. Chaque jour, nous descendons aux enfers. Chaque jour, nous mourons lentement en tant que nation, en tant que peuple. Chaque jour, nous perdons le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les dollars, c'est à près de 2850, $1. C'est-à-dire que on ne peut pas faire la même chose et s'attendre aux résultats différents. Vous avez suivi. C'est un peu de la folie, comme un auteur l'a dit. Vous avez certainement suivi Martin Fayoulou qui parle de la cohésion nationale pour la question de l'Est. Vous ne trouvez pas que si on est plus divisé à l'interne, l'ennemi risque de nous profiter, mais à quoi ça vous dérange de se mettre autour d'une table et parler Congo? Je disais donc qu'on ne peut pas faire la même chose les erreurs à éviter, et s'attendre au même résultat. Ça s'appelle de la folie. Peut-être qu'on est tous fous en tant que dirigeants et dirigés et que c'est dans cette folie qu'on essaye sans réfléchir de refaire la même chose, espérant qu'il y ait des résultats différents. Pour revenir au cas de Fayoulou, qu'est-ce que c'est la cohésion nationale? Quelle est la teneur de la cohésion nationale que Fayoulou prône? C'est quel projet refondateur de la vie nationale qui est dans la cohésion nationale? Mais c'est un mot creux. C'est un mot vide. Mais la cohésion nationale, qu'est-ce que ça veut dire? C'est du verbiage. Le problème congolais, il est profond. Mais comment les résoudre? Parce que l'ennemi n'utilise non que... Écoutez, pas trop pour nous faire du mal. Ça a toujours été comme ça. Mais jusqu'à quand? Il n'y a nulle part où il y a la cohésion nationale. Toutes les nations ont vécu des divisions, ont vécu des guerres internes et externes. Toutes les nations ont des espions internes et externes. Notre problème, c'est l'intelligence collective. À la place. On n'est pas assez intelligent, les Congolais. Excusez-moi, c'est l'intelligence collective et l'impression que j'ai qu'on nous a assez pédés. Et on prend trop de l'imbéciline. Je ne sais pas qui est l'auteur-producteur de l'imbéciline qu'on nous fait boire matin, midi, soir par les politiciens pour aujourd'hui faire croire aux Congolais qu'un dialogue peut résoudre quelque chose. Un dialogue entre Félix Mukwege, Katumbi, Joseph Kabila, Mouzito, ainsi de la société. Mouzito, et ainsi de suite. Citez-moi, Carbone Béni. Oui. Ces gens-là, autour d'une table, représentant 100 millions de Congolais, eux, vont dialoguer au nom de la cohésion nationale. Et puis, écoutez, ne nous prenez pas quand même pour des PD. Arrêtez des... Qui se masturbe comme ça pour tirer un plaisir que dans sa conscience... Martin Fayoulou n'a le plaisir de dire tout ce qu'il dit que dans sa conscience. Le problème congolais aujourd'hui, pour moi, très bien, c'est un problème
de remise en question de notre histoire, de notre présent, et celui de se fixer pour l'avenir. Ok. Aujourd'hui, des questions essentielles, ce n'est pas des questions comme des dialogues. Ok. Les questions, c'est est-ce que la RDC peut se développer avec la démocratie? La RDC peut se développer avec l'Assemblée nationale qui est une caisse de résonance de l'Union sacrée. Est-ce que la RDC peut se développer avec le droit de l'homme dans un pays où il y a ceux qui tuent pour vivre? Est-ce que la RDC peut encore continuer avec ces modèles démocratiques qui a montré ses limites? Est-ce que la constitution actuelle, copiée de la Belgique, de la France, du modèle européen, est adaptée à ce que le peuple congolais se développe? Non. Moi, je pense que La RDC ne se développera pas avec la démocratie. Enregistrez ça. La RDC, c'est un pays qui a besoin d'un dictateur progressiste. Ok. Un homme qui a une vision de providence, qui puisse arrêter le temps, qui puisse nous faire souffrir pour notre bien à venir, qui puisse souffrir une génération pour les générations à venir, qui puisse sacrifier une génération pour les générations à venir. Ça, c'est la vision que nous avons toujours portée et ce dont nous avons toujours cru. Cette histoire de cohésion nationale, la RDC ne se développera pas en tant qu'un pays unitaire. La question de la guerre inquiète. On cherche à... Non, vous savez, vous vous attaquez à des symptômes. Vous savez, je vais inviter les Congolais et Congolaises à participer au vernissage du livre que j'ai lu en premier de Didier Moumengi qui va sortir ces 12 septembre. Les livres, c'est La paix tout de suite, pourquoi et comment, oui. C'est 12 septembre. La paix tout de suite, pourquoi et comment. Ça sera au centre de l'ONU Bruxelles. Comme ça, on va vous apprendre, parce que je vous ai parlé du manque d'intelligence, on va vous apprendre l'histoire de la guerre et l'histoire de la paix. Les livres, il a près de 300 pages pour assez apprendre aux gens l'histoire de la guerre et l'histoire de la paix. Je répète, les livres, c'est La paix tout de suite, pourquoi et comment. La démarche de Luanda a échoué. Qu'est-ce qu'on doit faire, les Congolais? On ne peut pas. Et c'est que non, ne croisons pas le bras. Oui. Ça ne veut pas dire faisons ce que nous avons fait hier qui n'a pas marché. À la place de ces dialogues, vous proposez quoi? À la place de ces dialogues, que moi je propose quoi? Moi j'ai rien à proposer. Je vais proposer chez qui? Parce que qui va entendre ça? Moi je suis pas de ces analystes politiques qui font de plateaux de télé, des tribunes d'expression de leurs sentiments. Okay. Non, on est dans un pays où donc, je pense qu'il faut, les dialogues n'ont pas sa raison d'être, okay. Mais nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut que les chaos arrivent. Il faut que les chaos arrivent pour qu'on se rende compte que le système il est mauvais, il faut les changer complètement. Vous savez, ce qui va clore les chaos, c'est la fin du mandat de Tshisekedi. Parce que c'était l'espoir. Le peuple d'abord. C'était le mouvement socialiste. C'était les mouvements qui a lutté près de 30 ans. On s'était dit, ok, d'accord, on a tout essayé. Cette fois-ci, avec l'homme de Mouniéré, le peuple d'abord, ça n'est fini. On a le deuxième mandat. Quand le mandat va finir, on va se rendre compte, ok, on nous a assez pédophilés. Franchement. On a vraiment pris de l'imbéciline. Maintenant, photo Zongabatou. Pour se poser de vraies questions. Des vraies questions, comme j'ai dit, est-ce qu'on doit rester un État unitaire ou on doit devenir un État fédéral? Est-ce qu'il faut qu'on continue avec les Sénats qui ne font rien? Est-ce qu'il faut des assemblées provinciales qui ne font rien? Alors que dans notre vision de choses, soit on a un État fédéral, soit on a un État où les bourgmestres sont les chefs. On est dans un pays aujourd'hui, près d'une année après les élections, il n'y a pas des élections de bourgmestres. Qui gère la rue? Qui gère le quartier? Qui gère la commune?
Mais le pays n'est pas géré. La continuité de l'État. Continuité, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a des bourgmestres qui ont été nommés. Est-ce que nos lois disent que les bourgmestres doivent être nommés? Ils sont redevables auprès de qui contrôle les bourgmestres pour savoir qu'ils font bien le travail aujourd'hui? La démocratie, c'est un peu de l'idiociline. On nous fait croire que non, les bourgmestres qui sont là, ils sont redevables auprès de qui? Qui contrôle les bourgmestres? Et qui a impression aujourd'hui? Faites un micro, vous êtes journaliste, faites un micro baladeur, demandez qui connaît son bourgmestre et c'est que le bourgmestre fait. Ils ne font rien. Mais tant que la rue n'est pas gérée, tant que le quartier n'est pas géré, tant que la commune n'est pas gérée. Or, les pays, c'est les communes qui font des villes qui font des provinces qui font le pays. On conclut que ces entités décentralisées, déconcentrées ne sont pas gérées. Comment vous dites que le pays est géré? Très bien. Ces végétariats médiatiques du président de la République, de ministres et de nos députés ne résout rien. Parce que la vraie gestion de l'État, pour ceux qui ont une vision moderne d'un État, c'est au niveau de communes, c'est au niveau de la rue. La sécurité, c'est les chefs de quartier qui savent que sur mon avenue, il y a 2 gens suspects qui viennent d'arriver aujourd'hui. Si je comprends bien par rapport à... Donc, il faut laisser Félix Tshisekedi terminer son mandat et après, on va réfléchir. Je n'ai pas le temps de faire de propositions sur une mauvaise proposition comme celle du dialogue. Et vous savez, j'ai écouté quelqu'un d'autre, c'est le professeur Bahati, qui dit qu'il serait favorable au dialogue, mais que ça tourne autour du président Tshisekedi. Tu te rends compte que nos acteurs politiques n'ont pas encore compris. Et c'est pour ça que j'ai dit qu'il faut que les chaos arrivent. Bah comprendre que Bakoki n'a pas monté, il faut Batika. Parce que vous parlez des chaos. Mais non. Nous ne voulons pas qu'on vous prête les intentions. Mais nous vivons déjà dans une situation chaotique. Quelle intention est prêtée? Nous ne voulons pas qu'on vous prête les mots on n'a pas que vous n'avez peur. pas utilisés. Moi, je parle bien du chaos. Les chaos, c'est les Congolais qui ne peuvent pas renouer les débuts du mois. Vous voulez quel autre chaos? Les chaos, c'est autant de Congolais qui meurent pour la famine. C'est autant de Congolais qui n'ont pas de l'eau, qui n'ont pas l'électricité. Quel chaos vous voulez? Les chaos, c'est des Congolais qui ne peuvent pas se scolariser, qui ne peuvent pas s'habiller. Mais quel chaos vous voulez? Des biens plus. C'est des Congolais qui achètent les shawarma de 6 000 avec plein de frites à l'intérieur et des mayonnaises qui ont duré 6 jours. Vous voulez quel chaos? C'est des Congolais qui payent le courant alors qu'ils n'ont pas eu le courant tout le mois. Quel autre chaos vous voulez? Quand je parle du chaos, c'est que moi, il a sous-battu un match. Au Monique et Pema, Tikanayu. Et les remplacements qu'il faut, ce n'est pas le remplacement d'hommes. Je voudrais que la réflexion soit autour, quelqu'un a élaboré un projet national de gouvernance à l'horizon 2060. Et la personne dit, il faut qu'on puisse s'asseoir, qu'on examine le projet secteur par secteur. Mais non, on va réfléchir autour de Tshisekedi, autour de Kabila, mais ces gens-là vont passer et puis on va rester souffrir. Et vous savez quoi? Kabila, jusqu'à sa mort, il ne va plus souffrir. Tshisekedi, jusqu'à sa mort, il ne va plus souffrir. Matata Ponyo, jusqu'à sa mort, il ne va plus souffrir. Assez y compris leur première génération, enfants, petits-fils. Je prends Moïse Katumbi y compris. Fayoulou y compris. Ces gens-là se jouent de nous. Vous savez pourquoi? C'est sur notre malheur qu'ils vivent. Et ça, ce n'est pas eux qui vont le payer. S'il vous plaît, ce n'est pas... pour vivre. Voilà, ce n'est pas eux qui vont le payer, ce n'est pas leurs enfants, mais qu'ils sachent que le route qu'ils ne font pas, un jour, leur arrière-grand-père va souffrir. Si les choses ne s'arrangent pas le plus tôt, ces gens qui vont se retrouver autour d'une table ne connaissent pas ce que c'est payer une facture du courant que tu n'as pas utilisé. Tu as eu du mal à sortir parce que tu n'as pas repassé. Tu n'as pas préparé à manger parce qu'il n'y a pas encore de l'eau. Les autorités, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas exclus. Vous dites? Non, quand on parle de droits des consommateurs, y compris les autorités, et tous ces gens-là... Des grands complices et des rigolos comme des consommateurs. Et ils achètent des trucs en Europe, ils viennent avec. Et ils savent acheter un shawarma à SK, ils savent ça. Mon frère, on souffre. On souffre. Et ces gens-là qui veulent le dialogue, la chimère de la démocratie, c'est ça. C'est des gens qui vont prétendre avoir les aspirations de la population, parler en leur nom et pour leur compte. Alors qu'ils ont... Fayoulou,
aucune population n'est là mandatée. Que le membre décidé qui sont une centaine ne lui trompe pas. On est à 100 millions d'habitants. Vous comprenez ça? Il fait ses tournées en Europe, ses enfants étudient en Europe. Il ne faut pas que ce soit l'opposition qui fasse des choses. En RDC, il n'y a ni opposition, il n'y a ni pouvoir. Et il n'y a pas des rigolos comme des opposants. On n'a pas des rigolos d'hommes. Des producteurs de l'imbéciline comme des opposants congolais. Les élections sont passées depuis janvier. Jusqu'à aujourd'hui, aucune action. Et la chose qu'on trouve à nous dire, c'est nous dire, au dialogue, on va mettre qui et qui pour parler. Non, le dialogue, ça sera ouvert. Hein, on va appeler... Quand vous lisez les livres verts de Kadhafi, pour nous qui sommes révolutionnaires, vous allez vous rendre compte que la démocratie est la plus grande arme des dictatures qui a été inventée par l'homme. Okay. Et ça, pour imbéciliner la masse. C'est-à-dire que Fayoulou va nous dire, ok, je vais parler en votre nom, la souffrance. On joue sur notre corde sensible. Vous souffrez. Et puis, Mbokeza n'a pas si on a Fayoulou ne connaît ça ni d'aujourd'hui ni de l'heure. Fayoulou ne ressent en rien la guerre de l'Est. Comment ça? Mais ceux qui vivent dans les cas des déplacés savent ce que c'est la guerre. Les survivants des Fonarev savent ce que c'est la guerre et ses conséquences. C'est ces gens-là qu'on va laisser à la table de décision. Vous allez le voir. On va décider de leur argent qu'on va détourner par les politiciens comme on a détourné les 5 millions de réparations des victimes. Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai dit que un dialogue prétendument entre les politiciens est une chimère. Très bien. Il faut un dialogue populaire. On retient quoi? De manière ramassée. De manière ramassée. Sur cette question, à la population, vous adressez... La population congolaise doit savoir que nos politiciens, la classe politique, n'est pas à la hauteur de nos attentes. La seule fois que l'opportunité nous est donnée de faire les castings, c'est pendant les élections. Ces dirigeants sont les fruits à la fois de notre imbécilité, parce que nous les avons votés, nous avons porté leur polo, nous les avons soutenus. On parle ici qu'il y a un vide au niveau des droits des consommateurs. Quel député du peuple pense que non? Batunanga, il faut basser ma biloko moins cher et propose la loi pour la protection des consommateurs. Personne. Ils sont en Europe pour les vacances parlementaires avec l'argent du contribuable congolais. Les politiciens nous trompent. Et vous savez, ce qui me fait mal, c'est que c'est difficile de dire aux Congolais qu'on les trompe. Non! Vous ne savez pas la force d'un peuple qui réfléchit, je le disais en amour. Les pouvoirs n'ont pas peur d'un peuple affamé. D'un peuple, Fayoul la mouki meeting, 10 000, boton dit plein. Non! C'est pas avec ces peuples-là qu'on va sauver notre pays. Très bien. Il faut un peuple qui réfléchit. C'est pourquoi il faut des mouvements, il faut l'organisation de la société civile. Aujourd'hui, assez corrompue, on n'entend plus parler des Filimbi, on n'entend plus parler des Lucha, on n'entend plus parler des bouts congolais. Aujourd'hui, la population est délaissée elle-même. Vous comprenez? Ça veut dire que si nous ne faisons rien, il n'y aura rien. Et nous allons toucher les chaos. Merci beaucoup. Alors, on prend les tout derniers. Est-ce qu'il y a-t-il un bras de fer entre les conseils supérieurs de la magistrature et les ministres de la justice, selon vous? Vous savez, je ne me suis pas prononcé sur la question depuis la nomination d'un jeune brillant, Constant Moutamba, à la tête du ministère de la Justice. Je salue ses courageuses propositions et initiatives. Mais je voudrais rappeler à l'opinion qu'en théorème, il existe la séparation de pouvoir entre les trois pouvoirs traditionnels. Très bien. Le pouvoir judiciaire, les pouvoirs législatifs et les pouvoirs exécutifs. Et que ces pouvoirs sont indépendants l'un de l'autre. Ils ont plutôt les devoirs de collaboration et d'harmonie pour faire fonctionner la machine. Et en ce qui concerne le pouvoir judiciaire, la Constitution consacre l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et au sommet du pouvoir judiciaire se trouvent les conseils supérieurs de la magistrature qui chapeautent toutes les questions qui concernent le pouvoir judiciaire. Et avec les trois ordres des juridictions qui existent, le pouvoir
les pouvoirs judiciaires, qui a à la fois les tribunaux civils et militaires. On a les tribunaux administratifs. Après, on a la Cour constitutionnelle qui gère les premiers ministres et le président de la République. Maintenant, depuis la nomination de Constant Moutamba, il s'observe, d'une part, un manque de collaboration qui tend vers un bras de fer entre le ministre de la Justice, qui a en charge la politique de la justice nationale et celle pénitentiaire, et le magistrat qui sont du pouvoir judiciaire. Le ministre de la Justice a des ramifications avec le pouvoir judiciaire par le magistrat du parquet, parce qu'il peut donner l'injonction sur des dossiers bien précis. Alors, le bras de fer qui s'observe, à mon sens, est causé par deux choses. J'estime que le ministre de la Justice dépasse les limites légales lui assignées quant à ce qu'il doit faire en tant que ministre de la Justice vis-à-vis des instances judiciaires, le parquet et les tribunaux. Et en retour, le magistrat ne devrait pas trouver un ennemi dans le chef du ministre de la Justice. Il fallait trouver un porte-parole de problèmes que rencontre, parce que notre justice, le président l'a dit, la justice est malade. Mais c'est faux que le ministre, comme je l'ai entendu sur le dossier Makala, accuser le magistrat, qu'il accuse le magistrat. Il en existe de magistrats véreux. Mais le problème du pouvoir judiciaire dans notre pays, c'est d'abord un problème de moyens. C'est un problème d'infrastructure. Et dans les conditions de précarité dans lesquelles se trouve le magistrat, c'est très difficile de faire un travail qui soit satisfaisant. Tout ce que je peux conseiller au ministre, pour être exigeant envers le magistrat à la fois du parquet et les juges, il faut d'abord mettre à niveau l'appareil judiciaire. Pour mettre à niveau, c'est qu'il existe de cours et tribunaux. Vous savez qu'il y a des coins de la RDC où il n'y a pas de bureau de magistrat. Sûrement. Parce qu'on se trompe un peu, cour constitutionnelle, cour de cassation. Allez-y voir les cachots du tribunal de paix à Sosa. Allez-y au parquet de Kalamou. Allez-y à Matete. Voyez dans quelles conditions sont les magistrats. On a recruté le magistrat, c'est plein les bureaux de magistrats. Il n'y a même pas de chaise où s'asseoir. Le magistrat travaille à même les sols ou debout. Le magistrat travaille dans des conditions difficiles. Il ne faut pas venir les surcharger. Je prends le cas de Makala où le ministre et son vice-ministre disent que c'est parce que le magistrat envoie les détenus à Makala qu'ils ont... Non, c'est faux, monsieur le ministre. Monsieur le ministre, si on prend un mois sans qu'on ait transféré un détenu à Makala, vous avez l'assurance que des petits cachots de parquet vont contenir combien de détenus? Chaque jour, on arrête. Chaque jour, on condamne. Vous pensez que la prise, les mesures prises par le... Non, il n'y a aucune solution. Le ministre, il faut qu'il sache que les communiqués ne sont que de communiqués. Mais écoutez, est-ce qu'il a interdit? Il a quand même demandé avant des... S'il vous plaît, je suis juriste. J'ai été au parquet près les tribunaux de paix à Sosa. Le cachot qu'il y a là ne peut pas contenir 100 détenus. Il faut que chaque semaine, un bus de Makala vienne pour renouveler, parce qu'il y a de nouveaux détenus. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, dans la conduite de l'instruction, le magistrat n'est soumis qu'à l'autorité de la loi pour juger de la libération d'un détenu ou pas. Et il y a des délais bien précis dans les cachots du parquet. Pour les sous-siats, la garde à vue, c'est 24 heures. Si les sous-siats amènent les gens au parquet dans les 24 heures, vous savez dans combien de temps il faut pour que le cachot du parquet se remplisse? Franchement, c'est dans moins de 24 heures. Celui du parquet ne peut pas dépasser 6 mois. C'est d'abord 15 jours pour fixer les dossiers au tribunal. Quand ce n'est pas accompli, on proroge pour un mois, ainsi de suite, sans dépasser 6 mois. Dans un pays conflictuel où l'État n'existe pas, tout le monde recourt plus ou moins à la justice. Comment vous voulez que les magistrats mettent les détenus dans leur poche, qu'ils les amènent chez eux ou qu'ils le mettent où?
monsieur le ministre, La responsabilité le problème, incombe la responsabilité incombe à l'État congolais. Quand vous parlez de magistrats, vous les prenez à titre personnel ou vous les prenez en tant qu'agent de l'État? Vraiment. C'est là où... Les magistrats étaient un agent de carrière de l'État. C'est l'État qui est responsable des dégâts causés par un magistrat. Lorsqu'on ne peut pas prouver que c'est du déni de justice. Lorsqu'on ne peut pas prouver que c'est la concussion. Okay. Vous comprenez ça? Okay. Donc c'est comme pour un policier. Lorsqu'il agit légalement, c'est l'État qui est civilement responsable. Assumer. Vous comprenez? Donc c'est la responsabilité de l'État. Et c'est que le ministre vit aujourd'hui, ce n'est pas la conséquence des magistrats qu'il parle de 3 mois. La justice est malade depuis quand? Quand est-ce qu'on a construit la dernière bonne prison pour la République démocratique du Congo? On nous parle des détournements des CC, là, on comprend. Quand je vous parle de l'imbéciline, vous ne voulez pas écouter. Mais c'est pourquoi j'ai dit que la responsabilité incombe à l'État congolais, qui a par le ministère de la Justice la politique pénitentiaire. On sait qu'à ces stades, on ne parle que de Makala. Il n'y a pas que Makala. Tous les petits cachots de parquet ne sont pas viables. Ne sont pas viables. Vraiment. Ce qu'il faut faire, le ministre l'a déjà dit, je demande seulement qu'il ait le moyen, parce que c'est tout ce qu'il lui faut. Le ministre de la Justice, il faut que l'État mette assez de moyens pour réformer la justice. Réformer la justice, c'est OK, on a d'hectares de place à Maluku, on va construire des prisons modernes et désengorger les prisons et les petits cachots. Qu'on ne nous trompe pas, Makala n'est que le centre. Mais tous ceux qui viennent de Makala viennent des petits cachots. Et si on fait la visite des cachots, c'est plein. Et si on refuse l'entrée à Makala, les gens vont s'évader dans les petits cachots. Comment avez-vous analysé on parle des tentatives d'évasion. Il y a d'autres qui parlent des sabotages. Jusqu'à là, on ne comprend plus rien. Comment vous avez analysé les drames? Non, les drames, il est effroyable. On a tué à bout portant une centaine de Congolais. Vous savez, tant qu'on n'est pas condamné, et surtout pas condamné à mort, on a droit à la vie. Il n'y a pas eu ni de deuil national, il n'y a pas eu de mémoire à l'égard de familles des détenus. Des fois, ceux qui étaient à peine de purger leur peine. Donc, même c'est que leur dossier, qui était encore en cours. C'est de ça dont je parle. Donc, on a condamné à mort à la fois ceux qui ne sont pas condamnés, et c'est effroyable. Ça devait faire honte à notre État. Et vous savez, ce qui est pire, c'est que quand vous analysez la question, vous vous rendez compte que les services de l'État, notamment les agents des renseignements au niveau de Makala, n'ont pas eu de soupçons que ceci se faisait. Comment ça s'est préparé? Comment ça en est arrivé jusqu'à l'exécution? Ce n'est pas un mouvement spontané. Vous comprenez? Donc, et vous savez pourquoi a failli à sa mission. Je ne comprends plus rien. Il y aurait le nombre c'est pourquoi je reviens à dire. Policiers. C'est pourquoi je reviens à dire que la responsabilité au nombre de détenus qui sont à l'intérieur. La responsabilité de ces drames incombe à l'État congolais, qui devait avoir honte. Mais quand l'État lui-même commence à s'accuser, chercher à nous justifier. C'est pour ça qu'il faut que le peuple prenne conscience. C'est en ça que notre travail consiste. On ne nous paye pas pour ça. On veut juste que la population analyse, qu'on soit un peu dans l'imbéciline, on réfléchit facilement, on est maintenant dans la polémique. Ministre de la Justice et magistrat, alors que les gens sont morts. Une centaine de paisibles citoyens. Silence radio. Personne pour parler de leur cause. Qui va plaider leur cause? Quelle organisation de droits de l'homme s'est levée pour condamner ces tueries, ces massacres? C'est quand ça sera à l'Est qu'on va compatir. Quand c'est à la prison de Makala, on rigole, on condamne le magistrat, les magistrats condamnent le ministre de la Justice. Ça n'a pas de sens. Vous savez, quand la politique échoue, il faut de la conscience nationale. Pas de la cohésion nationale. Oui, il faut de la conscience nationale. Il faut qu'il y ait des hommes et des femmes révoltés qui puissent dire non, qui puissent arrêter les politiciens et leur dire il faut arrêter vos bêtises. Vous savez, le pacte qu'il y a entre les politiciens et la population, c'est que on vous accorde une partie de notre liberté pour que vous puissiez travailler pour notre bonheur. Sûrement. Quand les politiciens travaillent pour notre mort, ils n'ont plus les raisons d'être. Il faut les arrêter. Et soyez rassurés, je suis de la génération rupture. Ça va s'arrêter.
Franchement. Merci beaucoup, cher André. Nous sommes pratiquement arrivés à la fin. Par rapport à ces trois thématiques, je voudrais qu'on puisse y résumer pour ceux qui nous ont pris en cours de diffusion. Nous avons parlé du mouvement national des consommateurs. Alors, nous avons fini. On retient quoi par rapport à nos 2 points d'aujourd'hui? Alors, nous avons commencé par le mouvement national des consommateurs. J'ai adhéré au mouvement parce que je voudrais que l'insatisfaction qui est la mienne au niveau des produits et des services qu'on offre au peuple congolais puisse s'améliorer. Et la volonté qui est la mienne et celle du mouvement, c'est de militer pour protéger, promouvoir et défendre les droits des consommateurs congolais afin que le produit et les services dont ils sont consommateurs soient de qualité et à la hauteur de leurs attentes et de leur santé. Nous avons parlé du dialogue, je vous ai fait voir que le dialogue n'a pas sa raison d'être et ne va rien résoudre parce que c'est un procédé déjà utilisé et déjà obsolète dans les systèmes politiques congolais parce que il aboutit toujours au partage des gâteaux, aux intérêts de négociateurs et très généralement, c'est la population qui est perdante. Et donc, si on a un peu de mémoire, on ne peut plus souscrire à une telle démarche et espérer qu'on aura des solutions assez adéquates au problème qui est le nôtre. Ce qu'il faut dans notre contexte, c'est la refondation de la nation, c'est de remettre en question notre système de gouvernance, de remettre en question la démocratie, et c'est bien fait aujourd'hui pour la RDC, c'est de remettre en question les assemblées représentatives, les Sénats, l'Assemblée nationale, les assemblées provinciales, quel est leur impact dans la gouvernance quotidienne de la RDC, c'est décider est-ce que nous devons tendre à un pays fédéral, à un pays décentralisé ou à un pays décentralisé qui met au centre la gouvernance locale, notamment le bourgmestre, je l'évoquais tout à l'heure dans mon allocution. Donc c'est autant de questions sur lesquelles nous devons trancher parce que c'est les systèmes qu'il faut fondre et refondre. Donc si c'est les hommes qu'il faut changer, si c'est d'autres joueurs qu'il faut faire entrer en scène, on ne va pas gagner ces matchs. Très bien. Donc il faut que la population prenne conscience, qu'elle s'organise pour que nous ne soyons pas, une fois de plus, dupés. Nous avons enfin parlé du bras de fer entre le ministre de la Justice et le magistrat. Je pense que ce bras de fer est irresponsable et n'a pas sa raison d'être. Le ministre doit coopérer avec le corps de magistrats qui travaillent dans des conditions précaires et difficiles. Nous savons qu'il existe de magistrats véreux, mais ça ne veut pas dire qu'il faut jeter en pâture tous les corps, tout l'appareil judiciaire congolais. L'appareil judiciaire congolais est malade, il faut l'accompagner, il faut les soigner, mais avec méthodologie, avec responsabilité. Le ministre ne gueule pas sur les magistrats comme je l'ai vu gueuler à la prison de Makala, comme s'il gueulait sur ses enfants. On ne gère pas avec les humeurs. Donc, les ministres doivent prendre des mesures, être un peu leader pour les faire avaliser au niveau des magistrats, jouer les grands managers pour faire élever notre justice que de jouer à un jeu de ping-pong dont celui qui sera victime, c'est la population. Parce que vous savez, dans ces ping-pong, sans corps, sans vie, les familles sont endeuillées, personne pour plaider leur cause, alors que nous, on se chamaille sur qui a raison, qui a tort. C'est très irresponsable. Il faut qu'on passe aux questions sérieuses, qu'on donne les moyens au ministre de la Justice pour faire sa politique, qu'on mette le magistrat du parquet et des tribunaux et des cours à niveau par rapport aux moyens de travail, par rapport aux conditions de travail, par rapport au paiement. On a recruté de nouveaux magistrats qu'on ne paye plus, qui dorment à la primature, à la présidence, etc. C'est autant de questions qu'il faut régler pour redonner à la justice une image de marque. Merci beaucoup, cher André. Les rendez-vous est pris prochainement, je pense qu'avec la même détermination. Au revoir à vous, chers internautes et téléspectateurs. D'ici là, les nouveaux numéros vous sera présentés. Au revoir.